Imagine ceci. Tu es dans une pièce pleine de monde. Tout le monde parle, crie, discute. C'est le chaos. Chacun veut être entendu. Chacun veut de l'attention. C'est un spectacle désespéré où personne n'écoute vraiment. Ils attendent juste leur tour pour parler. Et au milieu de tout ce bruit, il y a une personne en silence. Elle ne dit rien. Elle n'essaie de convaincre personne. Elle observe simplement. Et sans faire un seul mouvement, sans ouvrir la bouche, elle attire toute l'attention. Pourquoi? Parce que dans un monde de bruit, le silence est le pouvoir. Nous vivons à une époque où tout le monde est désespéré d'être vu, d'être validé, d'être une partie de quelque chose. Ils publient chaque pensée, chaque action, chaque fragment de leur vie en attendant l'approbation. Mais les vrais joueurs, ceux qui sont vraiment aux commandes de leur destin, comprennent que le pouvoir n'est pas dans l'exposition, mais dans le contrôle. Dans la discipline de ne pas avoir besoin des applaudissements de personne, dans la capacité de se déplacer sans laisser de traces, en sachant que le vrai succès n'est pas un spectacle, c'est une guerre stratégique qui se déroule dans l'ombre. Si tu suis le chemin de la majorité, tu seras condamné à être un de plus, piégé dans la cage de la validation. Mais si tu apprends à faire taire le bruit, à agir sans demander la permission, à disparaître quand c'est nécessaire et à émerger seulement quand tu as gagné, alors tu seras un fantôme avec du pouvoir, quelqu'un d'indéchiffrable, d'inaccessible. Aujourd'hui, nous allons parler de véritable transformation. Pas de jolies phrases pour nourrir l'ego. Ici, il n'y a pas de place pour la faiblesse ni pour ceux qui cherchent l'approbation. Nous allons décomposer 9 principes qui, si tu les appliques, te transformeront en quelqu'un qui n'a pas besoin de la validation de personne. Mais sois bien clair, ce chemin n'est pas pour tout le monde. Il est seulement pour ceux qui sont prêts pour le niveau suivant. Es-tu prêt? Commençons. U1. Disparais du radar et laisse-les parler tout seuls. Regarde autour de toi. La plupart des gens sont obsédés par le fait de prouver quelque chose. Ils publient chaque petite réussite, chaque mouvement, chaque pensée. Ils veulent être vus, reconnus, qu'on parle d'eux. Mais voici le piège. Plus tu essaies de prouver ta valeur, plus tu démontres que tu n'en as aucune. Les gens ne comprennent pas cela. Ils pensent que s'ils ne racontent pas ce qu'ils font, leur effort ne vaut rien. Ils pensent que si personne ne les voit travailler, alors ils ne progressent pas. Mais la réalité est différente. Les vrais joueurs disparaissent du radar. Ils n'annoncent pas ce qu'ils vont faire. Ils ne cherchent pas de validation avant d'agir. Alors que les autres sont occupés à parler, ils sont en train de construire. Alors que les autres cherchent la reconnaissance, ils accumulent le pouvoir en silence. Pense aux stratèges les plus réussis de l'histoire. Les vrais leaders, ceux qui tiraient des ficelles, n'étaient pas au centre de la scène. Ils gouvernaient depuis l'ombre. Ils savaient que la discrétion est une arme. Pendant que le reste se distrait avec le bruit, tu avances sans être détecté. Et voici la partie clé. Les gens parleront de toi, avec ou sans ta permission. Ils inventeront des histoires, supposeront des choses, essaieront de deviner ce que tu fais. C'est ainsi que fonctionne la société. La plupart ne supportent pas l'idée de ne pas savoir ce que tu fais, de ne pas pouvoir te classer, de ne pas avoir accès à ta vie. La réponse? Laisse-les parler tout seuls. Ne te défends pas. N'explique rien. Ne leur donne pas d'informations. Ne joue pas le jeu des faibles, qui est de crier pour être entendu. Au lieu de cela, joue le jeu de ceux qui ont vraiment du pouvoir, le jeu du silence. Quand tu disparais du radar, quand tu arrêtes de te justifier, quand tu agis simplement sans donner d'explication, quelque chose change. Un mystère se crée, du respect se crée. Et le plus important, tu te libères de la prison de l'opinion des autres. Parce que la plupart des gens ne veulent pas te comprendre, ils veulent juste te coller une étiquette. Et au moment où ils t'étiquettent, ils pensent qu'ils t'ont réduit à quelque chose qu'ils peuvent gérer. Mais si tu disparais, si tu deviens indéchiffrable, tu brises leur contrôle. Voici la preuve. Les plus réussis, ceux qui construisent vraiment des empires, ne sont pas ceux qui crient leurs plans. Ce sont ceux qui bougent en silence et n'apparaissent que lorsque c'est nécessaire. Ils ne cherchent pas l'attention les cherche. Ils ne demandent pas de respect, ils l'imposent par leur simple présence. Alors,
Voici ton défi. Arrête de raconter au monde ce que tu vas faire. Disparais du radar. Travaille dans l'ombre. Et quand tu réapparais, que ce soit avec des résultats si grands qu'il n'y ait rien à expliquer. 2. Élimine le bruit ou il te traînera dans l'oubli. Imagine un guerrier au milieu du champ de bataille, pas n'importe lequel, mais un vraiment mortel. Son regard est fixé sur l'ennemi, sa respiration est contrôlée, ses mouvements calculés. Mais maintenant, imagine que, juste avant l'attaque, il se laisse distraire par le murmure de la foule, par les voix de ceux qui observent depuis les gradins. Que se passe-t-il alors? Il perd sa concentration, commet une erreur, et en un clin d'œil, il est vaincu. C'est ainsi que la plupart des gens vivent leur vie, avec une attention dispersée, accablés par le bruit extérieur. Ce n'est pas une armée qui les arrête, mais un bombardement constant de distractions déguisées en urgence, des nouvelles sans importance, des scandales du moment, des notifications sans fin, des voix qui ne se taisent jamais. Et plus tu te plonges dans ce bruit, moins tu as de contrôle sur toi-même. La distraction est un ennemi silencieux, un tueur déguisé en divertissement. Il ne te vole pas tout d'un coup, mais te ronge petit à petit. D'abord tu perds des minutes, puis des heures, puis des années entières à consommer des informations qui ne construisent rien. Et quand tu t'en rends compte, la vie a passé et tu es toujours exactement là où tu étais, pris dans un réseau de stimuli qui t'empêchent d'avancer. Les stoïciens l'ont bien compris. Ils savaient que l'esprit doit être protégé avec la même férocité qu'un guerrier protège sa forteresse. Marc Aurèle ne se souciait pas de ce que disait la foule. Sénèque mettait en garde contre le piège de s'entourer de bruit inutile. Épictète enseignait que la véritable liberté commence quand tu décides ce qui mérite ton attention. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu consommes, mais de ce que tu permets de façonner ta pensée. Le monde moderne est conçu pour te maintenir distrait. Tout est fait pour capter ton attention. Des algorithmes qui prédisent ce qui te fera rester collé à l'écran, aux nouvelles conçues pour générer l'indignation et la peur. Ce n'est pas un hasard s'il est de plus en plus difficile de se concentrer, si de plus en plus de personnes sont incapables d'être seules avec leurs pensées. Mais voici la différence entre ceux qui construisent et ceux qui se perdent dans le bruit. Les premiers blindent leur esprit, les seconds le laissent ouvert à toute invasion. Fermer la porte au bruit ne signifie pas ignorer le monde. Cela signifie choisir avec une précision chirurgicale ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Cela signifie devenir immunisé contre la manipulation, résistant à la distraction, maître absolu de ta concentration. Celui qui ne contrôle pas ce qui entre dans son esprit est esclave de ce que les autres décident qu'il pense. Mais celui qui fait taire le bruit et aiguise sa concentration devient une force irrésistible. 3. Joue dans l'ombre. Personne ne doit voir tes mouvements. Le loup ne prévient pas quand il va chasser. Il n'envoie pas de signaux, ne fait pas de bruit, ne laisse pas de traces. Il agit simplement. Il se déplace en silence, observe, planifie et attaque au moment précis. Pendant ce temps, les animaux faibles font le contraire. Ils crient, courent en cercle, alertent tout le monde de leur présence, gaspillent de l'énergie en essayant d'attirer l'attention. Et à la fin, ce sont les premiers à tomber. C'est ainsi que fonctionne la vie. Ceux qui font du bruit alertent leurs ennemis, exposent leur vulnérabilité, ouvrent la porte à l'envie, à la critique et à l'interférence. Ceux qui se déplacent dans l'ombre, en revanche, sont ceux qui construisent vraiment quelque chose de solide. Parce que le pouvoir n'est pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu caches. Chaque fois que tu annonces tes plans, tu donnes de l'information. Chaque fois que tu te vantes de ce que tu fais, tu deviens une cible facile. Les gens ne veulent pas toujours te voir gagner. Beaucoup attendent simplement le moment précis pour te mettre des bâtons dans les roues, pour te voler ton idée, pour pointer la moindre erreur et l'utiliser contre toi. Les stoïciens parlaient de l'autocontrôle, de la discipline, de la capacité à résister aux besoins de validation externe. Mais cela va plus loin. Ce n'est pas seulement une question d'ego, c'est une question de stratégie.
Ne donne à personne le plaisir de savoir sur quoi tu travailles. Ne donne pas au monde l'accès à ton processus. N'explique pas tes mouvements jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour que quelqu'un puisse faire quelque chose. Regarde l'histoire. Les plus grands empires n'ont pas été construits avec des déclarations publiques, mais avec des décisions silencieuses, avec des mouvements que personne n'a vu venir. Napoléon, Alexandre le Grand, Jules César, aucun d'eux n'annonçait leur stratégie. Ils agissaient d'abord, parlaient ensuite. Et quand le reste du monde l'apprenait, il était déjà trop tard. Applique la même chose dans ta vie. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde ce que tu fais, ce que tu apprends, ce que tu prévois. Travaille en silence. Progresse dans l'obscurité. Construis sans avoir besoin d'approbation. Et quand viendra le moment de montrer les résultats, fais-le d'une manière qui ne laisse pas de place au retour en arrière. Parce que pendant que les autres sont occupés à parler, à donner leur avis, à spéculer, tu accumuleras du pouvoir dans l'ombre. Et quand tu décideras enfin d'apparaître, il n'y aura rien qu'ils pourront faire à ce sujet. 4. Brise le sort de l'approbation et libère-toi. Depuis ta naissance, le monde te programme pour chercher l'approbation. D'abord, c'est le sourire de tes parents quand tu fais quelque chose de bien. Ensuite, ce sont les notes à l'école, l'acceptation des amis, la validation de la société. Avant que tu t'en rendes compte, tu es devenu un esclave de l'opinion des autres, un animal dressé qui mesure sa valeur en fonction de ce que les autres pensent. Mais voici la vérité brutale. L'approbation externe est une drogue. Et comme toute drogue, elle crée une dépendance. Elle te maintient piégé dans un cycle où chaque action est conditionnée par la peur du rejet ou le besoin de reconnaissance. Elle te rend faible. Elle te rend prévisible. Elle te vole la seule chose qui compte vraiment, la liberté d'être qui tu es, sans avoir besoin de permission. Regarde autour de toi. La plupart des gens vivent enchaînés à cette illusion. Ils s'habillent, parlent, pensent et agissent en fonction de ce que les autres considèrent comme acceptable. Ils évitent de prendre des risques par peur de la critique. Ils publient chaque aspect de leur vie à la recherche de validation. Ils sont les marionnettes d'une société qui les récompense pour leur conformité et les punit pour leur différence. Et ceux qui réussissent vraiment dans la vie, ils font le contraire. Ils détruisent le besoin d'approbation. Ils ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Ils ne craignent pas la désapprobation parce qu'ils comprennent qu'elle ne signifie rien. Ils ne vivent pas pour être compris. Ils vivent pour faire ce qui doit être fait. Le monde appartient à ceux qui ne demandent pas la permission d'être, à ceux qui osent agir sans avoir besoin d'une tape sur l'épaule, à ceux qui comprennent que le rejet n'est pas un signe qu'ils font quelque chose de mal, mais une preuve qu'ils sortent du troupeau. Briser le sort de l'approbation est un acte de guerre. C'est défier tout ce qu'on t'a enseigné. C'est choisir d'être fidèle à toi-même plutôt que de te conformer. C'est accepter que certains te détesteront, que d'autres ne te comprendront pas et que cela n'a aucune importance. Alors, voici le défi. Fais quelque chose sans chercher la reconnaissance. Prends une décision sans l'expliquer. Apprends à bouger sans demander la permission, parce que le jour où tu arrêteras de vivre pour l'approbation des autres, tu seras intouchable. Et ceux qui espéraient autrefois que tu chercherais leur validation verront avec peur que tu n'en as plus besoin. 5. Arrête de mendier des applaudissements, ton succès n'a pas besoin de témoins. Le véritable succès ne se mesure pas en applaudissements, il n'a pas besoin de spectateurs, il ne dépend pas de la validation de quelqu'un. Mais dans ce monde programmé pour l'exhibition, la plupart pensent le contraire. Ils croient que si personne ne les voit faire des efforts, leurs efforts ne valent rien. Ils pensent que s'ils ne publient pas chaque réalisation, ils n'ont rien accompli. Ils pensent que leur grandeur dépend de la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Cette mentalité est un poison. C'est ce qui transforme les hommes en mendiants d'attention, en prisonniers du regard des autres. Ils ne travaillent pas pour eux-mêmes, ils travaillent pour la réaction des autres. Ils ne cherchent pas à s'améliorer, ils cherchent à être applaudis. Ils ne construisent pas en silence, ils ont besoin que quelqu'un les regarde pendant qu'ils le font. Et ainsi, sans s'en rendre compte, leur motivation cesse d'être interne et devient un spectacle conçu pour l'approbation des autres. Le problème est que l'applaudissement est volatile.
Aujourd'hui, on te célèbre. Demain, on t'ignore. Aujourd'hui, tu es tendance. Demain, tu es oublié. Si tu bases ton succès sur la validation externe, il ne sera jamais à toi. Il ne sera jamais suffisant. Tu seras toujours en attente de confirmation, que quelqu'un le voie, que quelqu'un te dise que tu as réussi. Et ce n'est pas une vie de pouvoir, c'est une vie de dépendance. Marc Aurèle le comprenait mieux que quiconque. Il dirigeait l'empire le plus puissant du monde, mais il écrivait ses pensées seulement pour lui. Il ne cherchait pas la reconnaissance, il cherchait la clarté. Le véritable succès n'a pas besoin de témoins parce qu'il ne s'agit pas d'être vu, il s'agit d'être. Il ne s'agit pas de prouver, il s'agit de construire. Il ne s'agit pas de combien de personnes te reconnaissent, mais de combien de contrôle tu as sur toi-même et sur ton destin. Les vrais joueurs opèrent à un autre niveau. Ils ne cherchent pas les ovations parce qu'ils comprennent qu'ils n'en ont pas besoin. Leurs victoires sont privées, leurs triomphes sont personnels, leur satisfaction ne dépend pas de la réaction des autres. S'ils accomplissent quelque chose, ils ne le crient pas, ils en profitent. S'ils avancent, ils ne demandent pas qu'on le célèbre. Ils continuent simplement à avancer. Alors, arrête de mendier des applaudissements. Arrête de chercher la reconnaissance. Arrête de t'inquiéter de savoir si les autres voient ou non ce que tu fais. Parce qu'à la fin de la journée, le seul qui compte vraiment dans cette équation, c'est toi. 6. Éteins le monde, la seule voix qui compte est la tienne. Imagine un miroir couvert de poussière. Pendant des années, chaque personne qui passe laisse une marque, une trace de saleté. À la fin, le reflet est si flou que tu ne peux plus voir ce qui se trouve derrière. C'est ainsi que fonctionne ton esprit lorsqu'il est saturé de voix étrangères. Chaque opinion, chaque critique, chaque attente que tu acceptes sans questionner est une couche supplémentaire de saleté qui t'éloigne de ton véritable reflet. Et si tu ne nettoies pas ce miroir, si tu n'élimines pas le bruit, tu finis par oublier qui tu es vraiment. Depuis ta naissance, le monde te remplit d'instructions. Ce qu'est le succès, ce que tu devrais désirer, ce qui est acceptable, ce qui est interdit. On t'apprend à suivre un scénario, à t'adapter, à mesurer tes pas en fonction de ce que les autres attendent de toi. Et le résultat est un esprit programmé pour écouter tout le monde, sauf lui-même. Le problème est que la plupart des gens ne remettent jamais en question cette programmation. Ils passent leur vie à réagir automatiquement, laissant leur identité être façonnée par les opinions de personnes qu'ils ne respectent même pas. Ils ne s'arrêtent jamais pour se demander « Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Ou est-ce simplement ce qu'on m'a dit que je devrais vouloir ?» Mais il y a une chose que le monde ne te dit pas. Tu as le droit d'éteindre tout, de faire taire les voix qui n'apportent rien, de fermer la porte à tout bruit qui ne te renforce pas, de nettoyer ce miroir jusqu'à ce que le reflet que tu vois soit le tien, sans interférence, sans distorsion. Parce que tant que tu ne fais pas cela, tu ne t'appartiens pas complètement. Regarde ceux qui ont construit quelque chose de réel. Ils ne suivent pas les tendances, ils les créent. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils imposent leur vision. Ils ne permettent pas que le bruit externe dicte leur cap, car ils ont appris à écouter quelque chose de beaucoup plus puissant, leur propre voix. Éteindre le monde ne signifie pas être ignorant. Cela signifie être sélectif. Cela signifie décider avec une précision chirurgicale ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Cela signifie fortifier ton esprit pour qu'aucune opinion sans valeur, aucune critique vide, aucune distraction déguisée en importance ne puisse altérer ton chemin. Le jour où tu y parviendras, tu ressentiras quelque chose que la plupart des gens n'expérimentent jamais, la liberté mentale. Tu ne dépendras pas de la validation. Tu ne douteras pas à chaque pas. Tu n'auras pas besoin de l'approbation de quiconque pour avancer. Et à ce moment-là, tu te rendras compte de quelque chose. La seule voix qui comptait vraiment a toujours été la tienne. 7. Sors du cirque numérique. Personne ne mérite un accès total à toi. Les réseaux sociaux ont transformé la vie en spectacle. Tout le monde crie, tout le monde donne son avis, tout le monde se bat pour attirer l'attention. Ce qui était autrefois un outil est maintenant une prison. Le cirque numérique ne te connecte pas, il t'expose.
Il ne te rend pas plus libre, il te rend plus dépendant. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Avant, la valeur d'une personne se mesurait à ce qu'elle construisait, à ce qu'elle savait, à ce qu'elle faisait dans la réalité. Aujourd'hui, elle se mesure en chiffres sur un écran. Abonnés, réactions, vues. Un mirage d'importance qui disparaît en quelques secondes. Un système qui entraîne ton cerveau à chercher constamment la validation, à tout montrer, à partager même ce qui devrait être sacré. Mais voici le piège. Plus tu partages, plus tu perds le contrôle. Chaque photo, chaque pensée, chaque fragment de ta vie que tu livres au monde devient une arme que d'autres peuvent utiliser contre toi. Chaque fois que tu montres ta routine, tes plans, tes émotions, tu laisses des indices. Tu ouvres la porte pour que d'autres donnent leur avis, critiquent, manipulent. Tu deviens vulnérable sans t'en rendre compte. Il ne s'agit pas de se cacher, il s'agit de comprendre le jeu. Tu penses que tu publies de ton propre gré, mais en réalité, tout est conçu pour te faire partager davantage, pour te rendre dépendant de l'approbation numérique. Chaque like déclenche de la dopamine dans ton cerveau. Chaque commentaire positif renforce ton besoin de continuer à t'exposer. Et peu à peu, sans que tu t'en rendes compte, tu deviens quelqu'un qui ne vit plus pour lui-même, mais pour le public. Mais le public n'est pas ton allié. Il ne se soucie pas de ton bien-être. Il ne se soucie pas de savoir si ce que tu partages est réel ou si tu le fais seulement sous la pression de t'intégrer. Le public consomme et oublie. Il applaudit aujourd'hui et attaque demain. Rien de ce que tu fais ne sera suffisant. Les vrais joueurs ont compris cela. Ils n'exhibent pas chaque pas qu'ils font. Ils n'ont pas besoin de l'approbation numérique pour se sentir précieux. Ils avancent en silence, avec stratégie, laissant les résultats parler pour eux. Leur pouvoir vient de ce qu'ils ne montrent pas, de ce que personne ne sait. Le monde moderne t'a convaincu que tu devais être accessible, que partager était nécessaire, que si tu ne publiais pas ce que tu fais, tu n'existais pas. Mais c'est le grand mensonge. La réalité est que moins tu donnes accès, plus tu as le contrôle. Plus tu es sélectif dans ce que tu partages, plus tu accumules de pouvoir. Sortir du cirque numérique ne signifie pas disparaître, cela signifie changer les règles du jeu, l'utiliser sans être utilisé, apprendre à construire sans avoir besoin d'exposer tout, faire en sorte que ta vie réelle soit plus importante que ta vie virtuelle. Pense aux personnes réellement influentes. Les plus puissants ne sont pas les plus visibles. Ce sont ceux qui n'apparaissent que lorsque c'est nécessaire, ceux qui construisent dans l'ombre, ceux qui ne gaspillent pas leur temps dans le théâtre numérique, parce qu'ils comprennent que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'exposition, mais dans le contrôle. Fais l'expérience. Disparais pendant un moment. Publie moins. Garde pour toi tes réussites, tes progrès, tes moments importants. Observe comment la perception change. Tu verras que lorsque l'accès est limité, la curiosité augmente. Lorsque tu arrêtes de donner des explications, les autres arrêtent d'attendre des réponses. Lorsque tu réduis le bruit, ta présence devient plus forte. Quelque chose d'intéressant se produit lorsque tu élimines l'excès d'exposition. Les autres commencent à se demander ce que tu fais, à imaginer ce que tu pourrais être en train de faire, à supposer que si tu ne le dis pas, c'est parce que quelque chose d'important se passe. Et ce mystère, cette incertitude, est un outil plus puissant que n'importe quel nombre de publications quotidiennes. Parce que l'inconnu est toujours plus intriguant que ce qui est trop montré. Mais le plus important de tout est ce qui se passe en toi. Lorsque tu arrêtes de tout partager, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu arrêtes de jouer pour un public et tu commences à jouer pour toi-même. Ta motivation devient interne, tu n'as plus besoin de la validation d'un écran. Et à ce moment-là, ton focus se précise, ton énergie se concentre et ta mentalité change complètement. Sortir du cirque numérique ne signifie pas se déconnecter du monde. Cela signifie utiliser les outils sans se laisser utiliser. Cela signifie être un stratège, pas un participant de plus au spectacle. Cela signifie savoir quand parler et quand garder le silence. 8.
Fais du temps ton esclave ou tu seras son prisonnier. Imagine un homme avec des chaînes aux poignets. Il n'est pas dans une cellule, il n'y a pas de barreau ni de gardien, mais il est un prisonnier, non pas parce que quelqu'un l'a enfermé, mais parce qu'il a lui-même remis ses clés. Il est un esclave du temps, il court d'un côté à l'autre, toujours occupé, toujours courant, mais jamais avançant. Il vit en mode réactif, éteignant des incendies, suivant un horaire qu'il n'a pas conçu, pris dans un cycle d'épuisement infini. Cet homme pourrait être n'importe qui. Tu pourrais être toi. Parce que si tu ne prends pas le contrôle absolu de ton temps, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Le problème est que la plupart ne se rendent même pas compte de cela. Ils confondent être occupés avec être productif. Ils se lèvent, vérifient leur téléphone, répondent à des messages, consomment du contenu, travaillent sans véritable plan. À la fin de la journée, ils sont épuisés. Mais si tu leur demandes ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont changé, ce qu'ils ont maîtrisé, la réponse est toujours la même. Rien. Le temps est la monnaie la plus précieuse que tu as, mais c'est aussi la plus facile à gaspiller. Si tu ne le gères pas avec une précision chirurgicale, il s'écoule comme de l'eau entre les doigts. Il se perd en distractions, en tâches sans importance, en conversations inutiles, en engagements que tu n'as pas choisis. Et quand tu t'en rends compte, les jours se sont transformés en mois, les mois en années, et tu es toujours au même endroit. Ceux qui réussissent vraiment ne vivent pas dans cet état de chaos. Ils ne suivent pas le flux de la foule. Ils ne se réveillent pas sans savoir ce qu'ils feront de leur journée. Ils ne réagissent pas au temps. Ils le dominent. Ils ont des horaires conçus pour eux. Ils éliminent l'inutile sans pitié. Ils apprennent à dire non. Ils transforment chaque minute en un pas vers quelque chose de plus grand. Et c'est pourquoi, dans le même temps que d'autres dépensent en distraction, ils construisent des empires. Mais maîtriser le temps ne concerne pas seulement l'organisation, mais aussi l'état d'esprit. Il y a des gens qui peuvent passer des heures occupées sans rien accomplir, et d'autres qui en 30 minutes font plus que la plupart en une journée entière. La différence n'est pas la quantité de temps, mais la qualité avec laquelle il est utilisé. Celui qui est prisonnier du temps vit dans un état d'urgence constant. Il court toujours, répond toujours, gère toujours l'immédiat. Il ne s'arrête jamais pour penser à long terme, il ne planifie jamais, il n'impose jamais son propre rythme. Et ainsi, sans s'en rendre compte, toute sa vie devient un ensemble de tâches disjointes qui ne mènent jamais à rien de concret. D'un autre côté, celui qui fait du temps son esclave est celui qui décide ce qui mérite son attention et ce qui ne le mérite pas. Il n'accepte pas de réunions inutiles. Il ne perd pas des heures à consommer des informations sans valeur. Il ne dépense pas d'énergie dans des choses qui ne le rapprochent pas de son objectif. Chaque action qu'il entreprend est alignée avec un but plus grand. Si tu veux sortir du cycle de la médiocrité, tu dois prendre une décision maintenant. Soit le temps est ton esclave, soit tu seras son prisonnier. Commence par éliminer ce qui ne t'ajoute rien. Coupe les tâches sans valeur. Efface les engagements inutiles. Ferme les portes qui te prennent de l'énergie. Organise ta journée comme si tu étais un stratège en guerre. Chaque action doit avoir un but. Chaque minute doit servir un objectif plus grand. 9. Sois un fantôme avec du pouvoir, inaccessible et indéchiffrable. Les plus dangereux ne sont pas ceux qui crient, ne sont pas ceux qui s'exposent, ne sont pas ceux qui cherchent à être vus. Les plus dangereux sont ceux que tu ne peux pas lire, ceux qui bougent en silence, ceux dont personne ne sait ce qu'ils vont faire jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans un monde où tout le monde cherche de l'attention, l'anonymat est devenu une arme. La plupart vivent avec un besoin désespéré d'être reconnus, d'être compris, d'être acceptés. Ils publient tout, expliquent tout, exposent chaque détail de leur vie, sans réaliser que chaque fragment d'information qu'ils donnent les rend plus vulnérables. Mais il y a un autre chemin. Un chemin où personne ne sait exactement ce que tu penses, où personne ne peut prédire ton prochain mouvement, où tu ne donnes pas d'explication, tu ne cherches pas l'approbation. Tu ne suis pas les tendances. Tu es un fantôme avec du pouvoir, présent mais inaccessible, visible mais indéchiffrable.
La plupart ne comprennent pas la force de cela. Ils pensent que pour avoir un impact, ils doivent être au centre de l'attention, qu'ils doivent expliquer leurs intentions, qu'ils doivent dire au monde sur quoi ils travaillent. Mais les vrais joueurs ne font pas ça. Non pas parce qu'ils ont peur, mais parce que le pouvoir se construit dans ce qui n'est pas vu, dans ce que personne ne peut anticiper, dans ce qui ne peut être déchiffré. Pense aux plus grands stratèges de l'histoire. Ils ne révélaient jamais leurs plans jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour les arrêter. Ils ne se fatiguaient jamais dans des discussions inutiles. Ils ne donnaient jamais d'informations qui pourraient être utilisées contre eux. Ils agissaient d'abord, parlaient ensuite. Celui qui apprend à bouger dans l'ombre devient impossible à arrêter. Non pas parce qu'il est invulnérable, mais parce que personne ne sait où l'attaquer. Il ne laisse pas de points faibles exposés. Il ne permet pas qu'on l'étudie, qu'on l'analyse, qu'on le désarme avant qu'il puisse agir. Être un fantôme avec du pouvoir ne signifie pas être invisible. Cela signifie être imprévisible. Cela signifie que, quand tu apparais, ton impact est absolu. Cela signifie que quand tu parles, ce que tu dis résonne plus parce que tu ne le fais pas souvent. Les gens craignent ce qu'ils ne peuvent comprendre. Et dans un monde où tout le monde s'efforce de s'intégrer, d'être compris, d'être catégorisé, celui qui ne se laisse pas lire devient un mystère. Et les mystères génèrent du respect, génèrent de l'intrigue, génèrent du pouvoir. Si personne ne sait exactement ce que tu construis, personne ne peut t'arrêter. Si personne ne comprend complètement ta stratégie, personne ne peut la saboter. Si tu apprends à bouger sans laisser de traces, sans chercher une reconnaissance immédiate, sans besoin de validation, tu deviens un joueur à un niveau complètement différent. Fais l'expérience. Arrête d'expliquer tes intentions. Laisse les gens supposer, inventer, spéculer. Mais ne leur donne jamais de réponse. Laisse-les se demander ce que tu fais. Laisse-les se confondre. Laisse-les essayer de deviner. Et pendant qu'ils parlent, tu avances. Pendant qu'ils pensent qu'ils te comprennent, tu es déjà à un autre niveau. Ce n'est ni l'horloge ni le calendrier qui retardent ta vie. C'est toi. Il y a une vérité qui dérange beaucoup de gens, mais qu'on ne peut pas ignorer. Chaque minute que tu choisis de remettre à plus tard, chaque excuse que tu fabriques pour cacher tes propres fractures, c'est du temps que tu ne récupéreras jamais. Nous nous sommes habitués à chercher des responsables à l'extérieur, à négocier avec nos faiblesses, à déguiser la paresse en prudence. Mais la réalité est directe. Seul toi as la clé, et tant que tu attends un moment idéal, tu ne feras que cumuler une dette intérieure. Le coût de rester le même est énorme, même si tu préfères ne pas y penser. Aujourd'hui, je ne te parle pas de motivation passagère ni de promesses vides. Je te parle d'une transformation réelle, forgée dans l'inconfort et la discipline. Les stoïciens le savaient mieux que quiconque. La vie ne s'adapte pas à tes désirs, et la seule réponse digne est l'action. Personne ne va te sauver. Être radicalement responsable est le premier pas. Si tu cherches des résultats différents, tu ne peux pas continuer avec les mêmes mécanismes mentaux qui te maintiennent piégé. Cette année peut être la meilleure de ta vie, mais pas parce que le monde change, mais parce que tu décides de prendre le contrôle, de faire taire tes justifications et d'agir même si c'est difficile. Plus d'excuses, plus d'attentes. Si tu acceptes le défi, tu vas découvrir de quoi tu es vraiment capable. Ici, commence le travail, sans anesthésie et sans raccourci. 1. Prends le contrôle total de ta vie. La vérité est dure et ne plaît à personne. Personne ne viendra te sauver. Il n'existe pas de moment magique, ni de signal, ni d'impulsion extérieure qui te sauvera de la médiocrité ou de l'insatisfaction. Si tu attends encore que les circonstances changent, si tu t'accroches au calendrier ou à la promesse de « quand tout ira mieux », tu perds ton temps et, pire encore, tu te trahis toi-même. Tout ce que tu ne prends pas en charge est une dette qui s'accumule. Chaque excuse que tu te donnes, chaque fois que tu blâmes le travail, ta famille, ton passé, le climat, l'économie, tu ne fais que renforcer ce mécanisme mental qui te maintient faible. Ce mécanisme est confortable. Il te permet de glisser à travers la vie en répétant que tu ne pouvais rien faire,
que c'est comme ça, que d'autres ont plus de facilité. Mais le confort est le prix de ton propre stagnation. Le contrôle total de ta vie n'est pas une option décorative, c'est le seul moyen de briser l'inertie. La responsabilité radicale n'est pas une belle phrase, c'est la décision consciente et brutale de cesser de déléguer ton pouvoir à des facteurs externes. Tu veux une année différente? Commence par cesser de négocier avec tes propres excuses. Tu n'es pas spécial à cause de tes problèmes. Tu n'es pas une exception dans l'univers. Nous portons tous des poids, nous avons tous des cicatrices, mais le seul qui peut transformer ce poids en force, c'est toi. C'est inconfortable, oui, et c'est pourquoi presque personne ne le fait. C'est pourquoi la plupart se contentent d'une existence tiède, pleine de justifications faciles. Mais si ta vie t'importe vraiment, tu ne peux pas continuer à déguiser en maturité ce qui est en réalité de la peur de prendre le gouvernail. Prendre le contrôle total implique de cesser de chercher des coupables. Cela implique de regarder en face ces parties de toi que tu préférerais ignorer. Ta paresse, ton manque de constance, ta tendance à te saboter. L'autotromperie est l'ennemi invisible qui te vole des années. C'est pourquoi tu dois être impitoyable avec toi-même, sans tomber dans l'auto-apitoiement, ni dans le châtiment inutile. Tu dois apprendre à différencier entre une autocritique constructive et l'auto-pitié paralysante. La première te reconstruit, la seconde t'enfonce plus profondément dans l'apathie. Être responsable ne signifie pas te blâmer pour tout ce qui arrive, mais bien te rendre responsable à 100% de la façon dont tu réagis, de ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Tu n'es pas une marionnette, tu es l'architecte de ton caractère. Il y a une phrase que tu dois tatouer dans ton esprit. Rien ne change tant que tu ne changes pas. Peu importe ce que les autres disent, peu importe ce qu'ils attendent de toi, ni ce que le monde pense être possible pour toi. Ce qui détermine ton destin, ce sont tes actions quotidiennes, ce que tu choisis de tolérer en toi-même, ce que tu permets de se répéter et de devenir une habitude. Chaque jour est une décision. Ajouter de la force ou ajouter de la dette. Il n'existe pas de neutralité. Soit tu avances, soit tu te noies. Le contrôle total de ta vie est une exigence inconfortable, mais c'est la seule porte vers une transformation réelle. Cesse de négocier avec ta médiocrité. Choisis la difficulté. Choisis l'inconfort qui forge le caractère, pas le confort qui anesthésie. Il ne s'agit pas d'attendre la motivation. Il s'agit d'agir même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si personne ne t'applaudit. Personne ne va se battre pour toi. Personne ne va porter ton histoire ni tes rêves. Toi seul peux prendre cette décision radicale. Cesser d'être un spectateur et devenir pleinement responsable de ton processus. Et c'est la vérité qui dérange, mais aussi celle qui libère. Le premier pas est brutal. Cesse de te mentir. Prends le contrôle et prends en charge, sans concession. C'est ce qui sépare ceux qui transforment leur vie de ceux qui restent à attendre. 2. Élimine les excuses et les justifications internes. Tu te réveilles et ton réveil sonne pour la 3e fois. Tu sais parfaitement que la journée commence mal quand la première chose que tu fais est de négocier avec toi-même. Juste 5 minutes de plus, tu te répètes, comme si ce petit retard n'était pas important. Mais dans ce choix, si quotidien et apparemment innocent, se cache le germe de toutes les excuses et justifications internes qui t'empêchent d'avancer. Il ne s'agit pas de l'horloge, ni de la fatigue accumulée, ni même du temps qu'il fait. C'est la voix dans ta tête qui trouve toujours une raison de remettre à plus tard, de céder, de ne pas affronter l'inconfort. Cette voix est habile, persuasive et se déguise en logique. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens d'essayer. Demain sera mieux. Je ne suis pas au meilleur de ma forme. J'ai trop de choses en tête. Chaque phrase est une excuse que tu fabriques pour ne pas avoir à faire face à l'exigence de l'action. Le véritable problème est que tu as permis à ces justifications de devenir une partie de ton identité. Chaque fois que tu répètes le même argument, chaque fois que tu te racontes la même histoire sur pourquoi tu ne peux pas ou pourquoi ce n'est pas le moment, tu renforces un mécanisme automatique qui t'éloigne de ton potentiel. Il est facile de se tromper, car personne n'écoute ce dialogue interne sauf toi.
Personne d'autre ne voit le coût réel de ces petites concessions quotidiennes. L'énergie que tu perds, la confiance qui s'érode, la dignité qui se dilue dans l'autocomplaisance. Le piège est subtil. Tu te convaincs que tu es raisonnable, que tu fais preuve de compassion envers toi-même. Alors qu'en réalité, tu remets à plus tard le conflit que tu devrais affronter une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas grave si je ne le fais pas aujourd'hui, mais si ça l'est. Chaque fois que tu te justifies, tu affaiblis la discipline comme un muscle qui ne s'entraîne pas. Il ne s'agit pas d'une volonté surnaturelle ni d'une force mystique. C'est un exercice d'honnêteté brutale. Pour éliminer les excuses, tu dois identifier les schémas exacts qui les déclenchent. À quel moment te permets-tu d'échouer? Quelles histoires internes répètes-tu pour ne pas te sentir mal à l'aise? Le mécanisme est presque toujours le même. Tu minimises le coût de tes décisions, tu maximises la difficulté de l'effort, tu cherches des coupables invisibles, et tu finis par accepter une version médiocre de toi-même. Il ne s'agit pas de t'attaquer ni d'installer une culpabilité obsessionnelle, mais de reconnaître que chaque excuse acceptée est une fracture dans le caractère que tu souhaites construire. La discipline ne se forge pas dans de grands gestes, mais dans la bataille silencieuse contre les justifications quotidiennes. Si tu t'habitues à négocier avec chaque petit défi, à donner de l'espace à cette voix interne qui adoucit ta responsabilité, ne sois pas surpris lorsque les résultats sont tièdes ou inexistants. Personne ne devient fort en justifiant sa faiblesse. Personne ne grandit en accumulant des excuses. La véritable liberté commence lorsque tu cesses d'adoucir tes propres limites et que tu décides d'agir même si tout dans ta tête cherche à te convaincre du contraire. Élimine la justification avant qu'elle ne devienne une habitude. La différence entre avancer et stagner réside dans les histoires que tu cesses de te raconter. Le jour où tu en auras assez de tes propres excuses, ton véritable changement commencera. C'est la ligne qui sépare ceux qui se réinventent de ceux qui vivent piégés dans le confort de leurs prétextes. Élimine la justification et commence à bouger même si ça fait mal. C'est ça, le courage quotidien. 3. Résiste à la difficulté sans te victimiser. Je confesse que, bien des fois, j'ai ressenti la tentation de chercher de la compassion lorsque la difficulté me submerge. Je ne le dis pas comme une pose héroïque, mais comme une vérité inconfortable. Une partie de moi veut que quelqu'un reconnaisse l'effort, valide la fatigue, donne la permission de baisser les bras, ne serait-ce qu'un instant. C'est un mécanisme subtil, presque automatique. L'esprit apprend à identifier la douleur et, au lieu de se durcir, cherche à l'adoucir à travers le récit de la victime. Et à ce stade, même si tu ne le dis pas à voix haute, ta narration interne commence à tourner autour de l'injustice, du poids excessif, de l'idée qu'il est trop demandé de te demander de la résistance. C'est la racine de l'autolimitation. La difficulté devient une excuse pour renforcer que personne ne pourrait, pour déformer la valeur réelle du défi et, surtout, pour justifier la stagnation. Mais si tu décomposes cet élan, tu découvres que se victimiser est une stratégie pour négocier avec son propre effort. Tu essayes d'obtenir une permission invisible pour abandonner, comme si la douleur était un argument suffisant pour cesser d'essayer. L'esprit est expert pour magnifier sa propre souffrance et minimiser sa capacité de réponse. Lorsque le défi devient plus difficile, le premier réflexe est souvent de chercher une sortie mentale. Se comparer, se lamenter, signaler que d'autres ont plus de facilité ou se rappeler des injustices passées pour donner un sens à la fatigue présente. Tout cela a une fonction. Réduire la pression de la responsabilité et déplacer le focus vers des facteurs que tu ne peux pas contrôler. Tu cesses d'analyser de manière stratégique comment avancer et tu entres en mode de défense émotionnelle. C'est un raccourci confortable, mais cela a un prix. Chaque fois que tu cèdes à cette narration, tu renforces l'habitude de te rendre avant l'heure, d'abandonner la discipline juste au moment où tu en as le plus besoin. La douleur psychologique devient un filtre qui déforme la perception. Ce qui pourrait être une opportunité de croissance se transforme en un test impossible. Résister à la difficulté, d'un point de vue stoïque, ce n'est pas nier la souffrance, ni faire semblant que cela ne fait pas mal. C'est prendre la décision consciente de ne pas utiliser la douleur comme un argument pour reculer. Ici, la clé n'est pas de savoir combien tu peux supporter, mais comment tu traites l'expérience.
Si ton esprit interprète chaque obstacle comme une offense personnelle, la fatigue se multiplie et la motivation se dissout. En revanche, si tu t'entraînes à voir la difficulté comme un processus neutre, une partie inévitable du chemin, l'approche change. Tu cesses de chercher des témoins pour ta douleur et tu te concentres sur la résolution de ce qui dépend de toi. C'est une différence fondamentale. La victime cherche de la compréhension, celui qui résiste cherche des solutions. La conséquence de ne pas se victimiser est brutalement simple. Tu récupères ton pouvoir de décision. Il ne s'agit pas de durcir jusqu'à devenir insensible, mais de ne pas permettre au récit de la souffrance de te voler la capacité d'agir. L'effort, lorsqu'il est assumé sans fioriture, devient un muscle qui se renforce avec chaque difficulté surmontée. Personne ne te doit rien pour résister. Personne ne va te récompenser pour tenir bon. Mais personne ne peut non plus te retirer la dignité de continuer, même sans reconnaissance. C'est la base de la véritable force. La capacité de soutenir l'effort silencieux, de choisir l'action lorsque l'esprit demande de la compassion. Résiste sans récit de victime. Cette phrase peut sembler dure, mais c'est le filtre que tu dois installer pour séparer l'inconfort productif de la stagnation déguisée en lutte héroïque. Au final, la difficulté n'est pas une épreuve que tu dois expliquer ou justifier. C'est juste la matière première de ta transformation. Si tu entraînes ton esprit à résister sans te victimiser, tu deviens imparable. Tout le reste n'est que bruit. 4. Agis de manière disciplinée, même sans motivation. Une horloge sans pile indique la même heure toute la journée, mais ne avance pas. Peu importe combien tu la regardes. C'est ainsi que fonctionne le corps lorsque tu attends que la motivation te pousse. Tu restes immobile, attendant une étincelle qui n'arrive jamais, tandis que le temps s'accumule comme de la poussière dans les engrenages. La discipline, en revanche, est cette main invisible qui oblige les aiguilles à tourner même lorsque l'élan initial s'est épuisé. Il y a des matins où la fatigue pèse comme une pierre. Tu te lèves, les paupières encore collées, l'air froid griffant la peau, et chaque fibre de ton être exige une trêve. Le premier mouvement est grossier, presque forcé. Tu marches vers où tu dois être, pas vers où tu veux. Le petit déjeuner a un goût insipide, le monde semble lent, le corps se sent maladroit. Et pourtant tu fais le pas suivant. Le geste le plus petit, comme lasser tes chaussures ou servir de l'eau, devient une déclaration d'intention. Aujourd'hui, tu ne décides pas depuis l'émotion, mais depuis l'engagement. Ceux qui vivent en attendant la motivation ressemblent à ces athlètes qui ne s'entraînent que lorsqu'il y a du public. Ils ne comprennent pas que la grandeur se sculpte loin des projecteurs, dans la répétition silencieuse de l'inconfort. La discipline n'a pas besoin de témoins, ni d'applaudissements, ni d'une promesse de récompense immédiate. Les jours gris, les moments où la paresse te murmure à l'oreille que rien n'a d'importance, sont le véritable terrain d'entraînement. C'est là que se construit la différence entre ceux qui progressent et ceux qui s'arrêtent. La peau s'habitue au poids de la routine, les muscles mentaux se durcissent. Il n'y a pas de raccourci, seulement l'accumulation patiente de décisions inconfortables. Chaque fois que, malgré l'ennui ou l'irritation, tu t'assois pour étudier, t'entraîner, travailler ou même juste ranger ton espace, tu déclares ton indépendance de la motivation. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'ingénierie interne. Les rituels de la discipline sont presque toujours inesthétiques. Personne ne veut voir quelqu'un échouer encore et encore tout seul, ni entendre les bâillements d'un matin où il ne s'agit que de remplir ses obligations. Le monde célèbre le résultat, mais ignore le processus. Là se trouve le secret. Accepter que l'image héroïque n'arrive jamais au moment de l'action quotidienne. La sueur, l'erreur, le bâillement, l'inconfort, ce sont les matériaux de la transformation. Fais-le même si tu n'en as pas envie. Cette phrase est la frontière entre l'amateur et l'adulte. Tu ne deviens pas quelqu'un de fiable par ce que tu ressens, mais par ce que tu fais quand personne ne regarde. L'esprit cherchera des excuses sensées. Que le corps demande du repos, qu'aujourd'hui il n'y a pas d'énergie, que demain sera différent.
Mais la discipline est la réponse qui interrompt ce discours. Une coupure directe dans la narration. Cela se sent comme une rupture. Tu prends le téléphone pour commencer à travailler, même si tu préférerais te perdre dans des distractions. Tu sors marcher quand le canapé t'appelle, tu termines le rapport quand tout ton système nerveux demande à s'évader. Le détail tangible, l'action concrète, est le rappel que ta vie se construit précisément dans ces moments où tu préférerais abandonner. La motivation est éphémère, la discipline est structure. Il n'y a aucun secret derrière ceux qui obtiennent des résultats extraordinaires. Juste une accumulation de jours où ils ont agi sans envie, sans éclat, sans inspiration. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que le confort, une nouvelle base s'installe, un fondement invisible mais solide. C'est là que se forge la véritable confiance, non pas dans ce que tu prévois, mais dans ce que tu exécutes lorsque ton esprit veut négocier. La vie se transforme lorsque tu comprends cela. Les émotions vont et viennent, mais les engagements tenus laissent une empreinte. Personne ne regrette d'avoir fait ce qu'il devait, même si cela a fait mal. Choisis la discipline sans demander la permission à ton humeur, et tu commenceras à voir comment l'horloge recommence à bouger. 5. Construis une identité cohérente et forte. Personne ne te respecte plus que tu propre respect pour tes décisions. C'est la vérité inconfortable qui marque la limite entre ceux qui construisent une vie solide et ceux qui passent leur vie à improviser des excuses. Si ton identité dépend des circonstances, des compliments ou de l'approbation des autres, tu es aussi fragile que ton environnement. Un coup peut te désarmer, une critique peut te faire vaciller. Le problème, c'est que tu opères depuis des années avec une image diluée, t'adaptant pour t'intégrer, disant oui quand tu veux dire non, justifiant chaque recul et maquillant chaque échec avec des explications que toi seul achètes. Tout cela a un coût. Tu deviens une somme de contradictions, une personne qui ne peut même pas faire confiance à sa propre parole. Et la confiance en soi n'est pas une question d'estime de soi bon marché ni de phrases motivantes. C'est le résultat de vivre selon les mêmes principes que tu exiges des autres. Si tu te trahis chaque jour, si tu négocies avec ta parole, si tu fais des promesses que tu romps en privé, ton identité s'érode jusqu'à devenir une collection de fragments qui ne s'emboîtent pas. Cesse de te mentir. Personne ne va construire pour toi la version de toi que tu admires en secret. Tu n'es pas tes intentions, tu es tes actes répétés. Cela signifie ou à chaque fois que tu tolères une incohérence, tu renforces le schéma mental de la faiblesse. Chaque petite trahison de tes propres principes est un investissement dans la méfiance. Une dette qui s'accumule et qui te coûte ensuite sous forme d'insécurité, d'anxiété ou de vide existentiel. Tu veux une identité forte, mais tu continues à alimenter l'image de quelqu'un d'incapable de se tenir debout quand personne ne regarde. Il est facile de dire que tu as des valeurs, que tu es discipliné, que tu es constant. Ce qui est difficile, c'est de le prouver quand la fatigue pèse, quand personne ne t'observe, quand la tentation d'abandonner est écrasante. L'identité cohérente ne se construit pas en déclarant des intentions, elle se forge dans l'acte de respecter ce que tu décides, même si personne ne célèbre l'effort. Aujourd'hui, tu dois te demander, que tolères-tu en toi que tu n'accepterais jamais chez un autre? C'est la seule question qui compte, et si tu as le courage d'y répondre sans embellissement, tu trouveras la racine de ta faiblesse. Si tu justifies tes propres reculs tout en exigeant de la fermeté chez les autres, si tu demandes du respect mais ne te le donnes pas en privé, ta parole ne vaut rien. La base d'une vie puissante est simple. Fais en sorte que tes actions soient alignées avec tes principes, même si cela coûte, même si cela fait mal, même si l'environnement te traite de têtu ou d'extrême. La cohérence n'est pas flexibilité émotionnelle ni adaptabilité infinie. C'est savoir à quoi tu ne renonceras pas, en aucune circonstance. Tu es ce que tu permets de se répéter. Gravère cela dans ton esprit et utilise-le comme filtre implacable pour chaque décision quotidienne. Ne te laisse pas tromper par l'idée que tu peux changer ta vie sans reconstruire ton identité depuis la racine. Si tu continues à agir comme un spectateur, justifiant chaque incohérence, tu resteras invisible même pour toi-même.
Le respect de soi se construit dans le silence, dans la solitude de tes engagements quotidiens, dans la décision de ne pas négocier avec l'effort, même si personne ne te récompense. Si tu veux que ta vie change, commence par nettoyer les fractures internes. Élimine les masques. Assume le coût de l'honnêteté. Et cesse de demander au monde de te donner la validation que tu n'oses pas te donner. Une identité cohérente est la force que personne ne peut te ravir, car elle ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Soit tu deviens quelqu'un qui tient sa parole, soit tu restes esclave de tes propres justifications. C'est aussi simple que cela. 6. Maîtrise ton esprit et fais taire le bruit. L'esprit n'est pas ton ami par défaut. Si tu ne le maîtrises pas, il te sabote. C'est la réalité que presque personne ne veut accepter. Le plus grand obstacle que tu vas rencontrer n'est pas à l'extérieur, mais dans l'espace privé de tes pensées, dans ce flux interminable d'opinions, de comparaisons, d'histoires et de doutes, qui semblent avoir une vie propre. Là, dans ce dialogue interne chaotique et souvent venimeux, se décide la qualité de ta vie. Peu importe à quel point tu essayes d'être discipliné dans tes actions, si ton esprit continue d'opérer comme un ennemi déguisé, générant du bruit, anticipant des échecs, exagérant des menaces et installant des peurs. L'échec ne commence pas dans le résultat, mais dans la conversation que tu as avec toi-même avant d'agir. Personne ne t'avertit du moment exact où ton attention se fragmente et ton énergie se disperse. Cela se produit en silence, lorsque tu permets aux préoccupations des autres de t'infecter, lorsque tu donnes plus de poids au jugement externe ou à ta propre perception, lorsque tu te laisses distraire par des stimuli sans importance et oublies ce qui compte réellement. Chaque jour, ton environnement et ton esprit se disputent pour s'emparer de ton attention. Et si tu ne deviens pas implacable dans le filtrage de ce que tu laisses entrer, tu finis par vivre une vie empruntée, adaptée aux attentes des autres et sans véritable direction. La liberté mentale ne se donne pas, elle se conquiert par le biais de la rigueur et d'une pratique consciente. Maîtriser ton esprit, c'est apprendre à identifier les schémas automatiques qui drainent ton énergie et à prendre le contrôle de ce processus avant qu'il ne devienne une inertie irréversible. Le bruit, tant interne qu'externe, est le piège le plus moderne et le plus ancien à la fois. À l'intérieur, des doutes, des reproches, des histoires d'insuffisance et d'anxiété déguisées en prudence te maintiennent en mode attente, répétant des scénarios négatifs qui ne se produisent jamais ou revivant des erreurs passées, comme si elles pouvaient définir ton avenir. À l'extérieur, les voix des autres, le flux interminable d'informations et la pression sociale installent dans ta tête des objectifs et des peurs qui ne t'appartiennent même pas. Si tu ne développes pas la capacité de créer un espace de silence stratégique, tu finis par vivre en mode réactif, répondant à des impulsions et à des attentes que tu n'as pas choisies. Le véritable pouvoir est le résultat d'une attention dirigée. Là où tu mets ton attention, ta vie grandit. Maîtriser l'esprit n'est pas le faire taire de force, mais l'entraîner à séparer l'utile du superflu. C'est un processus quotidien, inconfortable, mais non négociable. Tu ne peux pas te permettre d'être un esclave de tes pensées automatiques. Le stoïcisme l'a clairement établi. Tu ne contrôles pas ce qui apparaît dans ta tête, mais tu contrôles ce que tu choisis de maintenir. L'autodiscipline mentale consiste à reconnaître quand une pensée n'est qu'un reflet conditionné et quand elle mérite ton attention active. Faire taire le bruit n'est pas faire disparaître l'esprit, c'est le gouverner. Tu n'es pas ce que tu penses, tu es ce que tu décides de faire avec ce que tu penses. C'est une ligne que tu ne peux pas franchir si tu aspires à une vie solide. L'entraînement commence chaque matin. Observe la qualité de tes premières pensées. Si tu détectes de l'anxiété, de la peur ou de la dispersion, ne les nourris pas. Installe le filtre. Décide, de manière consciente, ce que tu autorises à rester et ce que tu rejettes, avant que cela ne devienne une nouvelle fracture dans ton caractère. Le silence choisi est la base de la clarté. Ta force mentale se mesure par ce que tu es capable d'ignorer, par le nombre de distractions que tu peux laisser passer sans céder, par la capacité de maintenir un objectif même, lorsque l'esprit te propose 1000 alternatives. Ne cherche pas la paix, construis le silence. Maîtrise ton esprit, et tout le reste commence à s'organiser. Sans cette maîtrise, tu n'es qu'un spectateur confus de ta propre vie. 7. Exige-toi depuis le respect de soi.
Tu te trouves devant le miroir de l'ascenseur, chemise légèrement froissée, visage fatigué, le café refroidissant encore dans le thermos. Tu penses à cette réunion, aux tâches en attente, à la promesse que tu t'es faite la nuit précédente de ne plus remettre à plus tard ce qui est important. Mais, quand vient le moment d'exiger un peu plus de toi-même, de faire ce pas inconfortable hors de la routine, le doute surgit. Es-tu trop dur avec toi-même ou te respectes-tu vraiment suffisamment pour ne pas te contenter de moins que ce dont tu es capable? C'est ici que l'auto-exigence se confond facilement avec la punition ou la recherche de perfection impossible. Et là, à ce point exact, la plupart échouent. Non pas par manque de talent ou d'opportunité, mais parce qu'ils choisissent l'exigence depuis un lieu d'épuisement, non depuis le respect de soi. Si tu analyses la racine de ta résistance à te demander plus, tu verras que souvent elle provient d'une idée déformée de ce que signifie prendre soin de soi. Tu as appris à associer l'autocompassion à l'évitement de l'effort et l'auto-exigence à l'autopunition. Mais en réalité, le respect de soi a peu à voir avec être indulgent ou permissif, et beaucoup avec valoriser ton potentiel suffisamment pour ne pas tolérer la médiocrité en toi. Lorsque tu t'exiges par respect, tu établis une norme interne qui ne dépend pas du regard des autres. Tu cesses de négocier avec tes faiblesses, parce que tu comprends que chaque concession est une petite trahison à ce que tu pourrais devenir. Le respect de soi est la base de toute exigence réelle. Si tu pars de là, la discipline cesse d'être une chaîne et devient une reconnaissance de ta propre valeur. En termes pratiques, cela signifie examiner avec une brutalité honnête quelles sont les limites que tu te fixes sous l'excuse de ne pas vouloir te blesser. Si tu décides de sauter l'entraînement, de procrastiner ce projet ou de céder à la tentation de remettre à plus tard ce qui est difficile, est-ce que tu te soignes vraiment? Ou est-ce que tu renforces simplement une version paresseuse de toi? Le respect de soi exige que tu te traites comme quelqu'un de précieux, non comme quelqu'un de fragile. Cela signifie établir des règles internes qui ne se négocient pas chaque fois que l'inconfort apparaît. Chaque fois que tu choisis la facilité plutôt que ce qui est juste, tu envoies à ton esprit le message que tes objectifs valent moins que ton confort momentané. Ainsi, le cycle se répète. La norme baisse, l'auto-justification grandit, la confiance disparaît. S'exiger depuis le respect de soi n'a rien à voir avec l'autocritique destructrice, mais avec la clarté de qui tu veux devenir et l'engagement quotidien de te déplacer, même si c'est un petit pas dans cette direction. C'est réaliser que personne ne te traitera mieux que toi-même en privé. Si tu n'es pas le premier à établir tes limites, à te corriger lorsque tu t'écartes, à te demander plus lorsque le confort t'appelle, personne ne le fera pour toi. C'est ici que la stratégie mentale change. Au lieu de te demander si tu en as envie, tu te demandes si tu honores tes normes. Tu cesses de chercher une validation externe parce que tu deviens le gardien de ton propre respect. Rien ni personne ne peut t'exiger plus dignement que toi-même. La conséquence logique de cette approche est que ton auto-exigence devient le filtre qui sépare la véritable croissance de l'auto-illusion. Il ne s'agit pas de chercher l'approbation, ni de tomber dans le piège de l'hyperproductivité vide. Il s'agit de maintenir la cohérence entre ce que tu dis vouloir être et les décisions que tu prends chaque jour. Si ton respect de soi est élevé, ta discipline cesse de dépendre de la motivation ou de l'humeur. Elle devient le reflet naturel d'une identité qui ne tolère pas le statu quo. Et cette sécurité intérieure, cette solidité qui découle du fait de te tenir à tes engagements, est le plus grand investissement que tu puisses faire. L'exigence qui naît du respect de soi est la seule qui te libère. 8. Évalue et ajuste ta trajectoire chaque jour. Parfois, je me surprends à passer en revue les détails les plus minimes de ma journée, non par obsession, mais par ce mélange inconfortable de culpabilité et d'autodéfense. Il y a des fragments de la journée qui pèsent plus que je ne l'admets. Le geste automatique d'éviter un appel, le regard perdu devant un écran alors que le travail s'accumule, le petit détour de la route que j'avais promis de ne plus prendre. Ce n'est pas agréable de le reconnaître, mais la plupart des erreurs de ma vie n'ont pas été de grandes explosions, mais des accumulations imperceptibles de petits détours que j'ai choisi d'ignorer. Le corps le sait avant l'esprit.
Cette fatigue subtile quand la nuit tombe et que tu sais que tu n'as pas pris le virage nécessaire à temps. L'autosatisfaction se déguise en routine et, quand tu t'en rends compte, la semaine entière s'est écoulée sans une seule décision difficile. Le problème est que personne ne viendra te signaler le détour. C'est à toi de le faire, même si cela fait mal. L'évaluation quotidienne n'est pas une pratique confortable ni agréable. Elle nécessite une franchise absolue, presque cruelle, pour regarder les faits sans embellissement. Ce n'est pas s'asseoir pour écrire des phrases motivantes ni chercher du réconfort dans ce qui s'est bien passé. C'est observer comme quelqu'un qui vérifie le solde d'un compte. Ce que tu as ajouté aujourd'hui, ce que tu as dépensé, quelles décisions ont renforcé ton caractère et lesquelles l'ont simplement mis sur pause. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle écrivait chaque soir non pas pour célébrer ses vertus, mais pour décomposer ses défauts et corriger sa trajectoire le lendemain. La véritable transformation se construit là, dans ce moment inconfortable où tu admets ce que tu as toléré en toi-même, ce que tu as reporté, ce que tu as décidé de regarder ailleurs. L'honnêteté envers soi-même est le début du progrès. Cette phrase courte renferme toute la brutalité de l'auto-examen. Il n'y a pas d'avancée possible si tu te permets le luxe d'ignorer tes propres fractures. Le corps te parle aussi par des gestes concrets. Le froncement de sourcils lorsque tu te demandes un peu plus, la tension dans les épaules quand tu sais que la journée n'a pas été suffisante, la respiration contenue en repassant mentalement cette conversation que tu as évitée par peur du conflit. Chaque petit symptôme physique est un signe, un indicateur qu'il y a quelque chose à corriger. L'ignorer, c'est choisir la cécité. Y prêter attention et ajuster est l'acte le plus radical de respect de soi. Le jour où tu t'habitues à franchir la porte de chez toi, sans te demander où tu as échoué, tu commences à abandonner ton propre processus. L'auto-évaluation n'est pas une punition, c'est un entraînement. C'est le seul moyen d'entraîner l'esprit à ne pas répéter les mêmes justifications de toujours. Ajuster la trajectoire n'est pas faire de grandes promesses, ni se réinventer chaque lundi, mais avoir le courage de modifier la direction chaque jour. C'est regarder en face cette décision qui te dérange, cette habitude que tu résistes encore à changer, ce détail qui semble mineur mais qui, répété, finit par déformer toute ta trajectoire. Personne ne devient une version puissante de soi-même en fuyant l'examen quotidien. La différence entre avancer et stagner réside dans la capacité à ajuster, même d'un seul degré, ce qui ne fonctionne pas. Le progrès n'est pas une coïncidence, c'est une correction constante. C'est la ligne qui sépare ceux qui grandissent de ceux qui collectionnent des excuses. Le plus brutal dans tout cela, c'est que l'auto-examen ne se célèbre pas. Il ne génère ni applaudissements ni likes. C'est un acte privé, silencieux, presque invisible. Mais c'est là que se forge la discipline authentique, celle qui ne dépend ni du regard des autres ni de l'humeur passagère. Évaluer et ajuster ta trajectoire chaque jour est le filtre définitif. Il sépare ceux qui se réinventent de ceux qui se résignent. Si tu as le courage de regarder, de corriger et de ne pas répéter, ta vie commence à prendre forme. Le reste n'est qu'accumulation de jours vides. Il y a quelque chose que personne ne veut admettre. Le prix de ne pas mettre de limites se paye en tranches quotidiennes d'anxiété, de fatigue et d'auto-trahison. On nous a appris à être compréhensifs, à céder, à nous taire pour la paix ou par affection. Mais on ne nous a que rarement avertis du coût psychologique de s'habituer à avaler les mauvais traitements, le mensonge ou la manipulation, juste parce que celui qui les exerce est quelqu'un de proche. Le respect de soi n'est pas négociable, même pas par le sang ou par une histoire partagée. Il y a une ligne que, si tu permets aux autres de franchir, te fragmente de l'intérieur. Le stoïcisme le dit clairement. Ton esprit, ta dignité et ta volonté sont ton domaine. Et personne n'a le droit d'occuper ce territoire sans ton consentement. Tu n'es le bouet émotionnel de personne, ni le réceptacle des culpabilités des autres, ni le sac de frappe des frustrations d'autrui. Mettre des limites n'est pas de la cruauté, c'est de la justice envers soi-même. Et s'il faut élever des murs, on les élève. S'il faut perdre des liens, on les perd. Parce que porter des dynamiques toxiques est une dette intérieure qui ne mérite pas de continuer à croître. Il faut entraîner le filtre, détecter le mensonge déguisé en préoccupation, la compétition déguisée en blague, le contrôle enveloppé d'affection. Défendre ta paix est un acte de discipline, pas d'égoïsme.
Personne ne va protéger ton bien-être si tu ne le fais pas d'abord. La dignité se défend. Elle ne se mendie pas. Si cela fait mal de mettre des limites, il est encore pire de vivre sans elles. 1. Établis des limites claires sans exception. La vérité est celle-ci. Si tu ne mets pas de limites claires, tu deviens complice de ton propre épuisement. Il n'y a aucune excuse qui le justifie, ni amour, ni histoire partagée, ni peur de la réaction des autres. Laisser passer un manque de respect, même si c'est juste cette fois, est le premier paiement d'une dette qui se multiplie. Chaque exception que tu permets ouvre la porte à des exigences supplémentaires. Ce n'est pas une exagération, c'est le mécanisme réel par lequel l'abus et la manipulation se normalisent. Il faut cesser de se mentir en croyant qu'être flexible ou compréhensif évitera les conflits ou te fera plus apprécié. Les gens ne respectent pas ceux qui effacent leurs propres limites chaque fois que quelqu'un les franchit. Je te le dis sans détour. La tolérance infinie n'est pas une vertu, c'est une trahison de soi. Beaucoup se cachent derrière des phrases comme « c'est sa façon d'être »,« c'était sûrement sans le vouloir » ou « je ne veux pas créer de problème ». Mais qui paye le prix de ces silences? C'est toi, avec ta tranquillité, avec ton estime de soi, avec ce poids constant de sentir que tu donnes plus que tu ne reçois, que tu supportes ce que tu ne devrais pas supporter. La limite est inconfortable, car elle implique de dire « jusqu'ici », même si la voix tremble. Elle implique de supporter l'inconfort de la culpabilité imposée, des regards qui t'accusent d'exagération ou de froideur. Mais cet inconfort est le prix de la liberté intérieure. Personne ne défendra ta dignité à ta place. Si tu ne délimites pas ce qui est inacceptable, il y aura toujours quelqu'un prêt à le franchir. Ne confonds pas compassion et soumission. Il n'est pas noble de sacrifier ton bien-être pour maintenir des liens qui t'épuisent. Mettre des limites est un filtre qui révèle qui te respecte vraiment et qui se contente de profiter de ta peur du conflit. Si quelqu'un est offensé par ce que tu t'affirmes, cette relation était déjà déséquilibrée depuis longtemps. Les justifications émotionnelles sont le piège parfait pour continuer à supporter l'intolérable. Mais la réalité est simple. Ce que tu permets une fois, tu le signes pour toujours. Le respect s'exige, il ne se mendie pas. Ne te laisse pas tromper en croyant que le temps arrangera les choses. Reporter la limite ne fait qu'étendre l'épuisement. Personne ne change parce que tu t'adaptes davantage. Il faut apprendre à dire non et à maintenir ce non même si la pression augmente. La dignité ne se négocie pas. Chaque fois que tu cèdes, des parties de toi se fragmentent et la reconstruction coûte plus cher. La ligne emblématique ici est claire. Cède une fois et tu perdras 10 fois. Il n'y a pas de santé mentale possible dans l'auto-anéantissement. La limite est ton bouclier, pas ta prison. Ne justifie pas la malhonnêteté répétée. Tu vas chez quelqu'un de proche, tu dînes avec la famille, les conversations coulent entre rires et commentaires inoffensifs, mais tout à coup, tu remarques une histoire racontée à moitié, un détail omis, une version différente de celle que l'on t'a donnée la semaine dernière. Ce n'est pas la première fois. Parfois, c'est un petit détail, d'autres fois, c'est une question importante. Mais la réaction automatique est de minimiser, de te convaincre que ce n'est pas si grave, que peut-être tu as mal compris ou que n'importe qui peut se tromper. C'est ainsi que commence le mécanisme. Ton esprit cherche des raisons pour adoucir l'inconfort, pour éviter le conflit de confronter quelqu'un que tu apprécies. Intérieurement, la négociation commence. Je ne veux pas avoir l'air paranoïaque, mieux vaut ne pas en faire tout un drame, c'était sûrement pour une bonne raison. C'est là que tu te pièges. Chaque fois que tu justifies un mensonge répété, même avec des excuses bienveillantes, ton cerveau normalise la tromperie et entraîne ta tolérance à la trahison. La confiance, qui devrait être un pilier, devient un pari incertain. L'anxiété surgit de ne pas savoir quand quelque chose sera vrai et quand ce ne sera qu'une version commode. Le coup psychologique est réel, la vigilance constante commence, l'analyse des mots et des gestes, le poids de sentir que rien n'est vraiment solide. La malhonnêteté répétée n'est pas un accident, c'est un choix. Celui qui ment une fois peut se tromper. Celui qui le fait plusieurs fois montre un schéma. Et ce schéma ne se brise pas parce que tu cherches des explications.
mais parce que tu décides de ne plus l'accepter. L'auto-tromperie ici est le pire ennemi. Tu te dis que c'est pour éviter le drame, pour protéger le lien, mais en réalité, tu te protèges simplement de la douleur d'accepter que quelqu'un de proche te déçoit. Il est plus confortable de penser que tu exagères, que tout a une raison cachée, que personne n'est parfait. Mais ce filtre déforme ta perception et affaiblit ton estime de soi. Maintenir une relation où l'honnêteté est optionnelle est un investissement émotionnel qui entraîne des pertes. La tranquillité ne peut pas coexister avec le doute constant. Demande-toi combien d'énergie tu dépenses à revoir des conversations, à rassembler des pièces pour comprendre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Cet investissement de temps et de santé mentale devient une dette impossible à rembourser. Tu n'es pas obligé de tolérer la tromperie ni de la justifier pour préserver l'harmonie. Si tu cèdes ici, tu t'habitues à vivre sur un terrain instable. La vérité. Celui qui te respecte ne te cache rien. L'honnêteté est le sol solide de toute relation authentique. Ne te rabaisse pas à accepter moins. Défendre ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est une survie psychologique. Ligne iconique. Le mensonge répété est une fracture dans le caractère de celui qui le tolère. Il faut choisir l'inconfort de la vérité plutôt que le faux réconfort d'une relation basée sur des mensonges. Si tu dois justifier l'injustifiable, tu as déjà perdu trop. 3. Évalue ton temps, exige de la réciprocité. Parfois, je ressens une gêne si précise qu'elle ressemble à une confession embarrassante. Il y a des moments où je remarque, presque comme une alarme interne, que je consacre mes heures, mes idées et même mon énergie émotionnelle à des personnes qui à peine le remarquent. Et ce n'est pas de la colère, c'est un mélange amer de conscience et de résignation. Comme si je payais des factures avec du temps que je ne vais jamais récupérer. Il est facile de se tromper en croyant que la générosité est toujours une vertu, que céder de l'espace, de l'attention et de la disponibilité est un signe de maturité émotionnelle. Mais c'est l'une des tromperies les plus coûteuses de la vie adulte. La réalité est que le temps que tu donnes à quelqu'un est un investissement, et quand il n'y a pas de réciprocité, ce qui semble être un don se transforme en abandon de soi. Ici, je ne parle pas seulement de relations amoureuses, je parle d'amitié, de famille, même de ces engagements sociaux où tu donnes et donnes, espérant qu'un jour l'équilibre viendra simplement par logique. Mais l'équilibre n'est pas automatique. La réciprocité n'est pas une récompense pour un bon comportement, elle doit être exigée clairement et maintenue avec cohérence. Lorsque tu permets qu'on te confonde avec une ressource inépuisable, tu commences à remarquer les symptômes. Réponse tardive, plan où tu es toujours l'option de dernier recours, conversation où tes problèmes occupent la dernière place. Le mécanisme est subtil, mais il t'entraîne à accepter moins que ce que tu mérites. Cet entraînement mental est dangereux. Une fois que tu t'habitues à ce que ton temps vaut moins, le reste se contamine de la même manière. L'estime de soi baisse, la patience s'épuise, et tu finis par sentir que demander de la réciprocité est demander trop. Mais voici la ligne emblématique. Le temps que tu offres ne revient pas et n'est pas remercié. Il faut accepter que tout le monde n'évalue pas de la même manière. Et exiger de la réciprocité n'est pas de l'égoïsme, c'est une justice basique. Chaque fois que tu cèdes ton attention à ceux qui ne la méritent pas, tu renforces un schéma de déséquilibre qui ne fait qu'augmenter. Il ne s'agit pas de compter les minutes, ni de chercher une symétrie mathématique, mais d'observer si la monnaie d'échange est le respect et la présence, pas l'habitude ni l'obligation. La stratégie ici est de cesser de justifier le déséquilibre avec des explications compatissantes. Il ne s'agit pas de devenir calculateur, mais de reconnaître que ton temps est limité et que le donner sans critères clairs, c'est permettre aux autres de le mépriser. Le respect de son propre temps est un filtre. Celui qui ne l'évalue pas, n'évalue pas non plus ton essence. La réciprocité n'est pas une exigence capricieuse, c'est la base de tout lien sain. Lorsque tu t'habitues à donner trop et à recevoir trop peu, l'épuisement devient une routine et la frustration une norme. C'est pourquoi la décision la plus difficile et la plus libératrice est de commencer à choisir avec qui et pourquoi tu investis tes minutes. Ligne emblématique. Évalue ton temps et les autres le feront, ou tu perdras tout. Tu n'as pas à donner d'explications pour protéger ton énergie.
Le respect commence par la façon dont tu gères ta propre vie. Et exiger de la réciprocité est la manière la plus convaincante de préserver ta dignité. 4. Le respect de soi est non négociable. Il y a une sensation aussi physique que mentale lorsque vous manquez de respect envers vous-même. C'est comme enfiler une chemise qui n'est pas à votre taille, sentir chaque couture vous serrer et ne pas pouvoir l'enlever, parce que, d'une manière absurde, vous croyez que c'est votre seule option. Dans le miroir, vous ne remarquez pas la différence immédiatement, mais les gestes se tendent. La main qui hésite avant de se défendre, le dos qui se courbe un peu plus chaque jour, le regard qui évite le contact lorsque quelqu'un franchit la ligne. C'est un processus silencieux, mais évident, comme voir la peinture d'un mur s'écailler peu à peu sans oser la repeindre. Le respect de soi n'est pas un accessoire, ni un vêtement que vous pouvez changer selon le climat. C'est le seul véritable manteau contre le froid de l'indifférence des autres et de l'auto-anéantissement. Certains croient que céder de petites parties d'eux-mêmes, laisser passer le commentaire blessant ou accepter le traitement inégal est une façon d'être mature, de prouver qu'ils peuvent tout supporter. Mais, en pratique, chacune de ces minutes de trahison de soi s'imprime dans le corps. Épaules affaissées, un nœud dans l'estomac, insomnie persistante. Cela se remarque dans les silences forcés à la table familiale, dans le rire fin lorsque quelqu'un vous rabaisse en déguisant l'attaque en blague, dans la fatigue qui ne disparaît pas même après des heures de sommeil. Ce n'est pas un hasard si les personnes qui posent des limites claires dégagent une présence différente, presque palpable. Elles ne parlent pas plus fort, elles ne s'imposent pas par la force. On le remarque dans leur façon d'être, dans la manière dont elles s'asseyent sans se recroqueviller, dans la voix ferme, même si elles disent peu de mots. La dignité se voit dans des détails minimes. Elles ne baissent pas le regard, elles ne se justifient pas sans raison, elles ne demandent pas la permission d'exister. C'est un langage corporel et mental qui dit « Ici, c'est ma limite ». Et ce message est impossible à négocier, car celui qui essaye se heurte, inévitablement, à une barrière réelle. Le respect de soi est la ligne qui n'admet ni remise ni marchandage. Permettre aux autres de décider combien vous valez est le pire marché que vous puissiez accepter. Personne ne va vous rendre le temps, l'énergie, ni l'identité que vous offrez par peur du conflit. La vie se résume, bien souvent, à une séquence de choix inconfortables. Mais aucun choix n'est aussi coûteux que de renoncer à soi-même pour plaire ou appartenir. Ici, la ligne emblématique est simple. Le respect de soi est une frontière, pas une porte tournante. Vous n'avez pas à réexpliquer à quiconque pourquoi vous prenez soin de vous, pourquoi vous ne tolérez pas ce qui vous fait du mal, pourquoi vous choisissez le silence plutôt que l'humiliation. La liberté commence le jour où vous décidez de ne pas négocier votre valeur avec qui que ce soit. Et cette décision se manifeste dans de petits actes. Dire non, s'écarter à temps, rester ferme lorsque l'on essaye de vous façonner selon leur manque. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la santé mentale. Celui qui se respecte ne demande pas la permission d'être en paix. Il la défend simplement, une décision à la fois. 5. Ne tolère aucune forme de violence. La violence, sous n'importe quelle forme, est une ligne qui ne se négocie pas. Peu importe si elle se camoufle derrière des blagues lourdes, des sarcasmes blessants, des cris déguisés en inquiétude, des silences punitifs ou des gestes qui te font te sentir inférieur. Il n'y a pas de nuance acceptable ni d'excuse valable. Tolérer l'intolérable, c'est ouvrir la porte à une dégradation progressive de ta dignité. Celui qui élève la voix pour s'imposer, qui te presse avec des menaces voilées, qui manipule ta peur, qui utilise la force physique ou émotionnelle pour te plier, franchit une limite que tu dois défendre de toutes tes forces, même si cela signifie rester seul ou rompre une histoire entière. Ne te trompe pas. Justifier la violence parce qu'il ne sait pas se contrôler, parce qu'il a été éduqué ainsi ou parce qu'il regrette ensuite, est une trahison envers toi-même.
Tu n'es pas responsable de guérir la violence des autres ni de la supporter en espérant qu'un jour elle disparaisse. Si quelqu'un a besoin de t'humilier pour se sentir fort, ce que tu as devant toi est un abusé, pas une victime de son propre caractère. Le problème, c'est que l'habitude anesthésie. Tu t'adaptes au mauvais traitement, tu t'entraînes à supporter les cris comme s'ils faisaient partie de la vie, tu normalises les insultes comme s'il s'agissait de disputes normales, tu apprends à lire les signaux pour ne pas provoquer la prochaine explosion. C'est le piège le plus pervers. Tu t'habitues à l'inconfort, tu te convaincs que tu exagères, que tu devrais être plus patient, que partout, il y a des problèmes. Mais le corps ne ment pas. Les tremblements, l'insomnie, la peur de parler, la tension constante dans la mâchoire, le désir de disparaître pendant un conflit, sont des signes clairs que ton esprit paye un prix trop élevé. Il n'existe aucun amour ni loyauté qui justifie le sacrifice de ta tranquillité de base. Si tu restes, c'est parce que tu préfères la prévisibilité de la douleur, connue à l'incertitude de mettre fin à tout cela. Cette décision est une auto-agression silencieuse, qui s'accumule et, avec le temps, te fragmente. Assez de disculper le violent. Assez de penser que supporter est un signe de force morale. Supporter la violence ne te rend pas noble, cela te rend complice de ta propre dégradation. Si tu dois ajuster ton comportement pour ne pas provoquer, si tu mesures tes mots pour éviter les explosions, si tu sens que tu n'as pas le droit de te défendre, alors tous les limites ont déjà été franchies. Phrase emblématique. Tu tolères la violence une fois, et tu t'habitues à capituler. La violence n'est pas une preuve d'amour ni une étape qui passera. C'est un poison qui ronge l'estime de soi et détruit l'identité. Tu ne dois ni compréhension ni patience à celui qui te fait du mal. La limite doit être immédiate, inébranlable et visible. Si tu ne prends pas soin de toi, personne ne le fera. Défendre ton intégrité n'est pas un acte d'égoïsme, c'est ton obligation primaire. Ici, il n'y a pas de demi-mesure. Tu te respectes ou tu te perds. 6. Protège ta santé mentale de l'épuisement. La dure vérité est celle-ci. Si tu ne prends pas soin de ta santé mentale avec la même détermination que celle que tu mets à préserver ton intégrité physique, tu finiras par payer des factures émotionnelles que personne d'autre ne réglera pour toi. Peu importe combien tu t'efforces de t'adapter ou d'essayer de plaire aux autres. Si le prix à payer est de te sentir vidé, confus, épuisé ou constamment anxieux, le coût est trop élevé. Il existe un épuisement qui n'est pas visible, mais qui opère silencieusement, comme une fuite constante d'énergie qui te rend de plus en plus vulnérable. La plupart des gens s'habituent si rapidement à cette fatigue mentale qu'ils en viennent à penser que c'est une partie inévitable de la vie adulte. Mais c'est de l'auto-tromperie. L'épuisement psychologique a des symptômes clairs. Tu perds la capacité de profiter, tu deviens irritable sans raison, tu as du mal à te concentrer, une apathie s'installe qui ne se résout ni avec du repos, ni avec des distractions. Tu commences à vivre en mode automatique, comme si tu devais demander la permission de te sentir en paix. Le plus toxique dans ce mécanisme, c'est qu'il se nourrit de croyances profondément ancrées. L'idée que tu dois tenir bon pour les enfants, pour le partenaire, pour la famille, pour le travail. La fantaisie que c'est égoïste de te prioriser ou que c'est immature de ne pas supporter les gens difficiles. Mais protéger ta santé mentale n'est pas un luxe. C'est un besoin biologique et moral. Le cerveau ne résiste pas à une exposition chronique à l'abus, à la manipulation ou au stress relationnel sans conséquence. Tu te fragmentes, tu perds ta clarté, tu deviens une autre version de toi-même que tu reconnais à peine. Si tu ignores l'épuisement, tu deviens ton propre ennemi. C'est la ligne que personne ne veut accepter. Car cela implique de prendre ses responsabilités et de cesser d'attendre que l'environnement change tout seul. Le point critique se situe au moment où tu normalises le fait de te sentir mal. Quand tu cesses de te demander si tu mérites d'être tranquille, quand tu te résignes à vivre avec le nœud dans la gorge ou la pression dans la poitrine, il n'y a plus d'excuses. Tu as laissé l'épuisement envahir ta vie. Prendre soin de ta santé mentale commence par l'acte inconfortable mais vital de dire « Cela me fait du mal et je ne l'accepte plus ».
Tu n'as pas besoin de justifier ni de demander la permission pour te protéger de l'environnement qui t'épuise. Changer implique de l'inconfort, mais cet inconfort est le seul chemin vers la guérison. Cesse de t'anesthésier avec l'habitude de tolérer l'intolérable. Ta paix n'est pas négociable. La santé mentale ne se mendie pas, elle se défend. C'est la ligne qui sépare la vie vécue dans la dignité de l'existence réduite à survivre. Le reste n'est qu'un épuisement accumulé et la facture arrive toujours. 7. Ne permets pas la manipulation émotionnelle. T'es en plein milieu d'une conversation familiale ou de couple et soudain, tu remarques comment le ton change, comment l'autre personne commence à te rappeler tout ce qu'elle a fait pour toi, combien elle a renoncé, ou à quel point elle se sent mal si tu ne réponds pas à ses attentes. Il n'y a pas de cris, pas d'insultes, juste une pression silencieuse, un discours soigneusement élaboré, pour te faire sentir que céder est la bonne chose à faire, que dire non est être insensible ou ingrat. Cette scène, si commune et si subtile, est la base de la manipulation émotionnelle. Un mécanisme où la culpabilité, l'obligation ou la peur deviennent des outils pour altérer tes décisions. La manipulation n'a pas besoin de scandale, elle se nourrit de petites concessions, de ces moments où tu acceptes quelque chose, parce que tu sens que, si tu ne le fais pas, tu deviens le méchant de l'histoire. Et lorsque ce schéma se répète, ta volonté commence à se détériorer. Tu doutes de ton jugement, tu ajustes tes désirs pour éviter le malaise des autres. Et tu finis par vivre avec la sensation que tes choix ne t'appartiennent plus vraiment. Le processus est systématique et prévisible. D'abord, quelqu'un identifie ton point faible. Ta tendance à éviter les conflits, ton besoin d'approbation, ta peur de décevoir. Ensuite, il fait appel à des souvenirs, des promesses, des sacrifices ou même des maladies pour installer l'idée que tu as une dette morale ou affective impossible à régler. Le message n'est jamais direct. Il se camoufle dans des phrases comme « Après tout ce que j'ai fait pour toi, ça me fait mal que tu ne penses pas à moi » ou « Si quelque chose m'arrive, ce sera de ta faute ». Ainsi, tu te retrouves piégé dans un réseau d'obligations invisibles où l'affection est utilisée comme monnaie d'échange. Cette manipulation est particulièrement dangereuse car elle ne fait pas appel à la logique, mais à ton instinct le plus profond d'appartenance et de culpabilité. Le résultat. Tu acceptes des plans que tu ne veux pas. Tu renonces à ton temps. Tu remets tes objectifs à plus tard. Tout cela pour ne pas avoir à porter le poids de faire sentir mal l'autre. Mais ce prix est trop élevé. Phrase emblématique. La culpabilité des autres n'est pas ta responsabilité. Les conséquences ne tardent pas à apparaître. Tu commences à te méfier de tes propres désirs, tu deviens expert dans l'anticipation des réactions et parfois tu te surprends à justifier l'injustifiable. La manipulation émotionnelle affaiblit l'identité et laisse une empreinte durable. Il est beaucoup plus difficile de dire non. Tu te sens égoïste chaque fois que tu priorises ton bien-être et tu tombes dans le piège de penser que ta valeur dépend de combien tu cèdes. Ici, il faut être très clair. Aucune relation saine ne se construit sur la base de la culpabilité ou du chantage affectif. La première étape est d'identifier le jeu, de comprendre que tu n'as pas à payer avec ta tranquillité pour maintenir l'équilibre de l'autre. Tu n'es pas responsable du bonheur des autres, est une règle à se tatouer mentalement. Rompre le cycle implique de supporter l'inconfort de décevoir, d'être accusé de froideur ou de distance. Mais cet inconfort est préférable à vivre dans une dette émotionnelle permanente. Le respect de soi se défend, il ne se négocie pas. La manipulation ne prospère que là où il y a peur de perdre. Si tu ne te perds pas toi-même, rien ne peut vraiment te être retiré. 8. Rejette les comparaisons blessantes. Je confesse qu'il m'arrive parfois de remarquer comment, au milieu d'une conversation apparemment innocente, quelqu'un lance une comparaison comme on laisse tomber une pierre dans un lac tranquille. Le geste est minime, un sourcil qui se lève, un commentaire déguisé en conseil, le simple fait de mentionner que un tel a réussi plus vite, que une autre est plus patient, que quelqu'un d'autre sait vraiment ce qu'il fait. Ce n'est pas seulement ce qu'ils disent, c'est comment ils le disent. La pause subtile avant de lâcher le nom, le regard qui reste une seconde de trop en attendant ta réaction, le ton qui se cache derrière la fausse admiration. Tu ressens,
presque physiquement. Cette petite descente dans la poitrine, une pression qui t'oblige à redresser le dos ou à froncer les sourcils pour ne pas laisser transparaître l'inconfort. C'est un mécanisme que tu connais. On te compare, on t'évalue sans demander la permission, et la blessure ne tarde pas à apparaître. Peu importe combien de fois tu te répètes que cela ne t'affecte pas, cela fait encore mal parce qu'au fond, la comparaison touche la fibre la plus vulnérable. Le sentiment de ne pas être à la hauteur. Les comparaisons blessantes ne sont pas des accidents, ce sont des outils précis pour façonner ton estime de soi selon les attentes des autres. Cela peut être à la table familiale quand on mentionne les réussites du cousin, au travail quand on loue le collègue qui performera sous pression, ou dans le couple quand surgit le fantôme des amours passés. C'est un entraînement silencieux. Tu t'habitues à mesurer tes pas avec la règle des autres, à traduire leurs éloges en rappel de tes prétendues lacunes. Le dommage est concret, pas abstrait. Tu vois comment tes mains cherchent quelque chose à faire, comment ta voix s'éteint ou s'accélère pour te justifier, comment ton esprit commence à passer en revue ce que tu as à faire, ce que tu aurais dû mieux faire. On t'entraîne, sans que tu le demandes, à t'identifier à l'insuffisance. Accepter des comparaisons destructrices, c'est signer un contrat invisible avec l'autocritique impitoyable. Chaque fois que tu permets à quelqu'un de te mesurer avec des critères que tu n'as pas choisis, tu renforces l'idée que ta valeur dépend d'une compétition imaginaire et éternelle. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'abandon de soi. Personne n'a le droit d'utiliser les réussites des autres comme un fouet, ni de pointer tes délais ou tes manières comme des défauts, simplement parce qu'ils ne correspondent pas à leur scénario mental. La comparaison est une dette qui ne se règle jamais. Il y aura toujours quelqu'un de plus réussi, de plus obéissant, de plus rapide. Si tu tombes dans ce jeu, ton identité se dissout et devient une somme d'attentes que tu ne finis jamais de satisfaire. Phrase emblématique. Tu n'es la copie de personne, ni le brouillon d'une autre vie. Rejeter les comparaisons blessantes n'est pas de l'arrogance. C'est défendre le droit d'être toi-même avec tes rythmes, tes erreurs et tes réussites uniques. C'est poser une limite claire. Ne pas accepter que ta valeur soit un sujet de débat public, ni que ton identité soit négociée sur la table des attentes des autres. Protège-toi de ceux qui nomment les autres pour te faire sentir moins. Le respect de soi exige de lever des barrières invisibles face aux comparaisons. Tu regardes droit devant, tu soutiens ta voix, tu fais clairement comprendre que ton processus n'est pas ouvert à la compétition. Ce n'est qu'ainsi que tu reprends le contrôle sur ton histoire. Phrase emblématique. Te comparer, c'est te perdre. Ne négocie pas ta singularité. 9. Couper les liens avec la trahison constante. Il y a un moment où la trahison cesse d'être un choc et devient une routine. Comme si boire de l'eau contaminée tous les jours vous apprenez à ne pas remarquer le goût amer jusqu'à ce qu'un jour votre organisme ne supporte plus et s'effondre. C'est ainsi que fonctionne la tolérance à la déloyauté répétée. Ce n'est pas un accident, c'est une décision soutenue, une habitude qui vous déforme à chaque tromperie, chaque promesse rompue, chaque secret dans votre dos. L'auto-illusion ici est brutale. Vous vous convainquez que tout le monde échoue, que personne n'est parfait, que peut-être vous avez une part de responsabilité pour ne pas être à la hauteur. Mais la vérité crue est que supporter la trahison, c'est prêter votre dignité au bourreau, laissant les autres abaisser votre valeur. Vous n'avez pas besoin de plus de preuves ni d'excuses. La trahison constante est une fracture dans le respect de soi, et chaque fois que vous la tolérez, vous vous habituez à vivre avec moins que ce que vous méritez. Cessez de négocier avec la déloyauté, car la trahison n'est jamais neutre. C'est une dette qui se paye avec de l'anxiété, de l'insomnie et ce sentiment d'insécurité qui vous accompagne partout. Justifier celui qui trahit, c'est s'entraîner à pardonner l'impardonnable, à se retrouver à chercher des excuses pour expliquer des actions que, si vous étiez le protagoniste, vous ne toléreriez jamais. C'est un entraînement pervers. Vous devenez expert dans la minimisation des dommages, dans la conviction que ce n'est pas si grave, dans le fait de soutenir des histoires à moitié, jusqu'à ce que votre seuil de douleur se transforme en une coquille vide. Couper les liens n'est pas de la cruauté, c'est de l'autodéfense. Et celui qui vous dit le contraire cherche seulement à vous maintenir enchaîné à la chaîne de l'abus. Ne confondez pas loyauté et servilité.
Respecter celui qui vous trahit sans cesse n'est pas de la noblesse, c'est du masochisme émotionnel. Personne qui vous valorise vraiment ne va jouer avec votre confiance comme si c'était une pièce jetable. Le cercle vicieux de la trahison fonctionne ainsi. Aujourd'hui, vous pardonnez, demain vous doutez de vous-même, après-demain, vous vous résignez. Chaque cycle vous rend plus faible, plus dépendant du pardon des autres, plus insensible à votre propre douleur. Ici, il ne s'agit pas de comprendre le traître ni d'attendre des miracles de repentance. Il s'agit de couper, de mettre une réelle distance, sans discours ni scène, juste avec le froid de celui qui a compris que la dignité ne se négocie pas. Phrase emblématique. Vous tolérez la trahison, et vous disparaissez un peu chaque fois. Prenez la responsabilité de votre paix. Couper les liens avec la trahison constante n'est pas un service que vous rendez à l'autre, c'est une obligation envers vous-même. Le respect de soi exige des décisions inconfortables, pas des discours de compréhension éternelle. Si vous devez vous demander chaque semaine si vous pouvez faire confiance, vous avez déjà la réponse. Défendre votre identité est un acte radical. Cela se fait par des faits, pas par des explications. Il faut cesser d'avoir peur de la solitude, car la véritable solitude est de rester entouré de ceux qui vous vendent pour des miettes. Là où il y a trahison répétée, il ne reste que des débris d'estime de soi. Ne restez pas là. Votre valeur se démontre dans ce que vous choisissez de couper, pas dans ce que vous supportez. 10. Défends ton autonomie sans culpabilité. Personne ne te demandera la permission d'envahir ta vie si tu n'apprends pas à défendre ton autonomie. Il est inconfortable d'accepter que souvent tu remets le contrôle de tes décisions par peur de décevoir, par habitude de plaire, ou par cette loyauté mal comprise qui te fait sentir obligé de rendre des comptes à chaque pas que tu fais. Ce qui commence comme un geste de gentillesse ou d'adaptation finit par devenir une routine d'auto-annulation. Tu demandes avant d'agir, tu cherches l'approbation avant de choisir, et tu te surprends à céder des espaces que tu sentais auparavant comme les tiens. Le mécanisme est silencieux. Tu t'entraînes à justifier tes choix, à minimiser tes désirs, à demander pardon pour des besoins fondamentaux, juste pour éviter l'inconfort d'être jugé égoïste, distant ou froid. Ainsi, l'authenticité s'érode. Chaque fois que tu remets ton jugement pour plaire, tu renforces la croyance que le bien-être des autres est plus important que le tien. Défendre l'autonomie n'est pas un acte hostile. C'est le seul moyen de maintenir la dignité à long terme. La culpabilité est l'encre la plus lourde. Depuis petit, on te programme à te sentir mal si tu choisis différemment, si tu priorises tes objectifs, si tu dis non à ce qu'on attend de toi. Tu apprends à associer autonomie avec désamour, individualité avec rejet et liberté avec trahison. Le prix est élevé. Tu deviens expert en négociation avec toi-même, en étouffant tes intuitions, en acceptant les plans des autres comme s'ils étaient les tiens. Mais la véritable trahison est envers ta propre identité. Il y a une phrase iconique ici. La culpabilité des autres n'est pas ta dette. Tu n'as pas à porter l'insatisfaction ni les frustrations de ceux qui veulent te façonner à leur image. Tu n'es pas obligé d'expliquer chaque frontière que tu mets, ni de convaincre qui, que ce soit que ta vie t'appartient. Le conflit interne surgit parce que tu crains le jugement, la solitude ou la perte d'affection, mais la paradoxe est que céder ton autonomie ne te garantit jamais une acceptation réelle. Cela te transforme simplement en une version éditée de toi-même, utile aux autres, mais étrangère à toi. Le respect de soi commence quand tu cesses de t'excuser d'être qui tu es et de décider ce dont tu as besoin. Tu n'as pas à devenir un mur, mais tu dois être quelqu'un qui reconnaît la valeur de sa parole et de son choix. L'autonomie n'est pas de l'arrogance, c'est de la connaissance de soi appliquée. Le simple acte de dire « voici ce que je décide pour moi » est une déclaration d'indépendance émotionnelle qui désarme souvent ceux qui cherchent à te contrôler. Tu ne peux pas vivre en paix si chaque décision génère de la culpabilité. La véritable maturité est de comprendre que ton autonomie est un droit, pas un privilège que quelqu'un te concède. La défendre, même au prix de déranger les autres, est la plus grande démonstration de respect de soi. Phrase iconique. Autonomie sans culpabilité. Le bouclier invisible de la santé mentale. Ce que tu ne défends pas, tu le perds.
Si ta vie devient une somme de concessions forcées, tu finis par être un spectateur de ta propre histoire. Choisir, maintenir et ne pas demander pardon pour cela. C'est là que commence la véritable liberté.